Et d'ailleurs, alors je ne sais pas ce que vous faisiez pendant la pandémie, en tout cas la première, mais en tout cas, même en étant très 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 au travail, on a pu écouter, s'exprimer et raconter des inepties énormes. Enfin, voilà, je vous envoie lire les propos de Comte-Sponville, qui est quand même sur le papier normalement un monsieur très bien, qui a le droit quand même un philosophe français, qui a essayé de faire une guerre des classes en rappelant que c'était que normalement c'était aux générations âgées de s'effacer devant les jeunes générations, et que c'était odieux l'idée de sacrifier les plus jeunes générations pour sauver quelques vieillards kakoshim qui étaient au bout de leur vie et où ça n'avait aucun intérêt, au nom de... En fait, le sacrifice était sur l'autel de la crise économique. C'est oublier que tout ça sont des humains qui vivent la crise économique, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut et quoi que ce soit qu'il arrive. Donc ces propos-là, ils ont... en fait, aujourd'hui, c'est plutôt à la mode de dire ça. Et donc ça pose un problème. Mais ça, c'est un problème de société. Et en fait, tant que la société ne réagit pas à ça, en fait, autorise certaines discriminations, la haine de l'autre. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des trucs qui ne sont pas politiquement corrects, et puis il y en a d'autres. Ça, par exemple, c'est plus léger, on peut le dire, ça choque personne. Donc ça interroge, à partir du moment où en fait on crée une différence de valeur au sein de la société, d'un humain à un autre, et là on est dans une... Il n'y a plus d'humanité. L'humanité, c'est tout le monde. Quelles que soient en fait nos différences, c'est un vivre ensemble, tout le monde. Et on ne va pas défendre un tel parce qu'il est comme ça et pas un tel parce qu'il est comme ci. On est là devant des humains et en fait on y va pour tout le monde. Et donc pour ce qui est de gommer les imperfections, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a certains porteurs de la loi, du projet de loi, qui affichent librement leur pensée économiste, en tout cas, et alors qui est complètement hors sol. C'est complètement hors sol, qui nous explique que, voilà, une fois qu'il y aura l'aide active à mourir, de toute façon, tout le monde ne va pas s'en saisir. Donc, il faut déjà trouver des gens qui veulent bien la mettre en pratique. Il y aura un effet d'annonce, un effet d'aubaine. Tout le monde voudra aller voir un peu, s'inscrire dans le truc. Et puis après, les choses, c'est ce qu'on a pu observer en fait dans les autres pays où ça a été mis en place. Et puis après, il y a une diminution des choses, mais dans la pensée politique actuelle, ce qu'on nous a dit, c'est mais soyez tranquilles, vous n'avez plus assez de bras dans vos services de gériatrie, d'urgence, etc. Et grâce à l'aide active à mourir, on va vider les EHPAD, comme si les personnes qui vivaient en EHPAD allaient pouvoir choisir de mourir demain matin. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelques remparts qui sont pensés, tout au moins au départ. Et donc, on va pouvoir mettre tous les professionnels d'EHPAD dans le soin. C'est pas les mêmes, donc il n'y a aucune chance. Je veux dire, il y a pas, en EHPAD, il y a une infirmière pour 70 résidents. Ça va pas aider beaucoup le soin, quel qu'il soit et où qu'il soit, quoi. Et les auxiliaires de vie, il n'y en a pas à l'hôpital. Donc, voilà, on ne risque pas d'aider qui que ce soit. Cette réalité-là, en fait, on travaille beaucoup sur des a priori et des fantasmes. Et puis, là, on est dans un sujet qui touche beaucoup l'individu, que beaucoup d'individus n'ont pas du tout envie de regarder, parce que c'est dur de faire face à sa propre mort ou à ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on ne souhaiterait pas. Et donc, ils font, on va dire, confiance aux uns et aux autres. Et voilà, je pense qu'on va réentendre sous peu les Françoise Hardy, les différentes divas de l'aide active à mourir, qu'on a envie d'aider en fait, où on a envie de leur dire, ok, est-ce qu'on peut vous accompagner déjà, ou en tout cas, et on est beaucoup dans le pathos. Voilà. On est beaucoup à « moi j'ai un problème, aidez-moi à résoudre mon problème », mais pour que ça soit un problème qui soit, alors je ne sais pas si digne est le bon sujet, mais en tout cas qui soit
reconnu d'intérêt public, en fait, faites-en une loi pour résoudre mon problème. Est-ce que le projet de loi prévoit des garde-fous pour ne pas tomber dans l'eugénisme? Alors, le projet de loi tel que présenté en prévoit certains, mais il est totalement hors sol, ce projet de loi, c'est-à-dire qu'il fait fi de la loi Leonetti, il fait fi de la loi Claes-Leonetti, il considère que c'est un seul médecin qui peut décider plutôt que d'avoir une confraternité, une collégialité de médecins. Il y a des verrous. L'expérience montre dans tous les pays du globe où il y a de l'euthanasie ou du suicide assisté que tous les verrous ont sauté. Voilà. Tous les verrous sautent un jour, en fait, progressivement. Et qu'aujourd'hui, on euthanasie des maladies d'Alzheimer, des jeunes gens suicidaires, des précaires au Canada qui disent « mais moi j'ai plus de quoi payer mes soins, donc là qu'est-ce qui m'attend d'avoir une maladie chronique développante à toute vitesse où de toute façon je vais mourir, donc autant mourir tout de suite ». Voilà, donc en fait, cette posture du choix, c'est pour ça que j'insistais au départ sur l'importance de développer les soins palliatifs avant de réfléchir, parce que, en tout cas dans notre société à nous, il n'y a pas de raison, sur la façon dont nous sommes construits, dont la démocratie est construite, il n'y a pas de raison de priver les humains français d'un droit qui leur est dû, en tout cas, qui est inscrit dans leur loi depuis 1996. Après, voilà, la langue française est aussi pleine de tournures et parfois de contradictions et de termes qui ne sont pas toujours adaptés, mais par exemple les soins palliatifs ont développé ce qui s'appelle les soins de support, qui sont des soins en fait plutôt dédiés dans l'accompagnement des patients atteints de cancer, mais qui visent en fait le bien-être du sujet alors qu'il est lui-même en train de suivre un soin actif. Donc on n'est pas dans le soin palliatif en termes d'accompagnement vers la mort, mais on est dans le cadre d'un accompagnement potentiellement jusqu'à la mort, en tout cas, mais sans voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ce qu'on appelle les soins palliatifs, et donc je reprends le terme en fait, de veiller au confort physique et moral du sujet, ça permettait, même en période curative, d'aider les gens à aller mieux, qui se sentaient mieux, et que souvent, même si on quittait un traitement, si on passait à un traitement qui n'était plus 100% curatif, en fait, les personnes s'en ressentaient mieux et augmentaient même leur quantité de vie. Donc, on part en fait dans l'opposition curatif-palliatif. C'est une vision ancestrale de la médecine qui considère qu'on peut soigner le corps sans soigner l'âme, d'une certaine façon. Et alors qu'on sait tous aujourd'hui que c'est important de soigner le corps, mais qu'en tout cas, il faut il faut s'intéresser au sujet lui-même et à sa souffrance, à ce qu'il dit, hein, tout ce qui est la médecine qui passe par la parole, par l'oralité, ça fait partie des choses extrêmement importantes aujourd'hui. Par ailleurs, au risque de choquer, quand vous êtes hypertendu et vous prenez un traitement pour l'hypertension, ça ne guérit pas votre hypertension. Ça traite le symptôme de la tension qui monte. Donc c'est un traitement palliatif. Ce n'est pas un traitement curatif. Ça ne traite pas la cause de votre hypertension. Donc tout ça pour plein de maladies chroniques en fait. Donc cette approche-là est une approche au long cours, voilà. Et qu'en effet, il faut sans doute que la société fasse l'effort de se séparer de cet a priori négatif autour du palliatif. Et c'est vrai que souvent, quand on dit aux personnes, voilà, on va envisager un traitement palliatif, ou on va proposer à nos collègues de soins palliatifs de venir vous voir, tout de suite les gens disent non, moi je veux vivre. En fait, dans l'immense majorité des cas, en fait, au moins ils vivent mieux que quand ils n'ont pas cette approche-là. Il y a même de temps en temps, en tout cas,
un petit plus de quantité qui est lié au fait que les personnes sont bien. Quand on est douloureux en permanence, quand on n'est pas bien, s'inscrire de façon prolongée dans la vie n'a aucun sens. Et la psyché, dans ces cas-là, sans doute, éteint les choses parfois un peu plus tôt. Quand les personnes se sentent beaucoup mieux, ben, on les voit qui, à ce moment-là, voilà, se sentent plus dans une posture d'accueil, de sourire, de ce qui se passe là, et puis tout le monde meurt à la fin. Il n'y a pas de... Mais l'idée, c'est pas un contrôle sur la vie. L'idée, c'est plutôt qu'est-ce qu'on propose à l'humain. Et je vais rester sur l'éthique de la sollicitude, mais dans le « je suis un autre », ou « je suis plusieurs », c'est Paul Ricoeur, hein, on se construit soi qu'à travers les autres. Et donc comment je sors moi de ce que je fais à l'autre, de la façon dont j'accompagne l'autre, et comment est-ce que ce que je lui fais, c'est ce que je souhaiterais qu'on me fasse à moi, ou c'est ce que lui souhaite vraiment qu'on lui fasse à lui-même? C'est des interrogations de tous les jours pour les professionnels du soin. Et ce n'est pas des interrogations faciles où je pense que la majorité des citoyens ont envie de se les poser. En effet, les pays de common law, comme l'Angleterre, les États-Unis et le Canada et le reste, l'Allemagne a refusé les soins palliatifs cet été. Ils ont voté contre à l'unanimité, pas contre les soins palliatifs, excusez-moi, contre l'aide active à mourir, avec le développement de soins palliatifs, mais contre l'aide active à mourir. Mais ils n'ont pas la loi Leonetti ni la loi Claes-Leonetti. Quand je vous parle de trésor national, c'est une réalité. C'est que, en pratique, en Belgique, ça n'existe pas. Donc l'accompagnement, la sédation profonde et continue, si jamais j'ai l'impression d'étouffer et que j'aimerais bien m'endormir tranquillement au milieu des miens, ça n'est pas possible. Donc ça offre aussi une autre dimension au choix de réaliser de l'euthanasie. Donc en Allemagne, qui est un pays comme nous, qui est un pays de droit romain, il n'y a pas d'aide active à mourir, mais il y a l'euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas, avec une forme extrêmement déployée. En tout cas, tous les verrous ont cédé, en tout cas, toutes les limites mises en place au début sur le psychiatrique, sur l'enfance, sur les maladies neurologiques ont cédé. La Suisse a donc le suicide assisté qui est organisé en dehors du soin, avec un milieu associatif où des professionnels s'inscrivent, mais sur volontariat et pas de façon obligatoire. Et puis l'Espagne a aussi l'euthanasie, plusieurs pays d'Amérique latine aussi. Donc il n'y a pas, en fait, le monde latin s'est aussi inscrit là-dedans. Après, voilà, chacun a aussi son histoire, et c'est intéressant de voir comment ces verrous ont été franchis. Et voilà, je pense que en tout cas, l'Espagne franquiste et puis les montées qu'il y a eu avec les difficultés qu'il y a eu à gérer la pandémie Covid sont pas étrangères aux décisions qui ont été prises par l'Espagne, par exemple. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas pour ce qui est les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui auraient pu demander, au moment où elles avaient une vision aussi extrêmement dominante de leur propre autonomie, de se dire que si un jour dans ma vie je suis atteint d'une maladie qui touche à ma capacité à décider pour moi, qui fasse que je ne sois plus capable de vaquer à mes propres occupations ou à gérer ma vie tout seul, à ce moment-là, moi aujourd'hui, je considère qu'il y a une atteinte à ma dignité, qu'il y aura à ce moment-là une atteinte à ma dignité telle que je la vois aujourd'hui. Je serai un fardeau pour la société, pour ma famille, pour qui je veux. Donc je demande l'euthanasie. Et la question, en fait, est de savoir si, quand la personne est arrivée au stade décrit et où, sur le papier, il faut lui faire l'euthanasie, mais en pratique, elle ne sait même plus ce que ça veut dire, et qu'elle ne veut pas, tellement qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse la piqûre, qu'on est obligé de l'attacher pour telle, la question est de savoir, là, en fait, qui va vouloir y aller,
Donc, est-ce qu'on va... il y a l'idée de la... de la valeur de la vie, mais aussi de développer... Alors, vous lirez, il y a plein de trucs, mais des escouades, en fait, des professionnels qui soient dédiés, en fait, à donner la mort de cette façon-là, parce que les autres veulent pas y aller. Et en faisant fi, en fait, ou en s'inscrivant dans des critères moraux qui ne sont pas les critères moraux on va dire en cours actuellement. Et vous avez parlé tout à l'heure du transhumanisme. En fait, le transhumanisme, il part dans l'idée que, en fait, il faut faire un homme augmenté pour essayer d'aller plus loin que les pièges que notre corps et la vie peut nous tendre. Et donc là, on voit bien que tout cela se fait bien sûr avec beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas un truc où on interpelle l'égalité et l'équité, hein, que ça soit... Et donc là aussi, hein, le problème, par exemple dans le suicide assisté, en Suisse se pose aussi la question de l'argent. On prend un abonnement, c'est pas ouvert à tout le monde, d'où... Et puis d'où à quel droit, en fait, aujourd'hui, puisqu'on parlait de frontières, au nom de quoi je peux dire à monsieur, vous venez me demander le droit de mourir maintenant, je vous le donne. Monsieur, vous vivez dans la rue, bien sûr que je ne vais pas vous le donner. D'abord, il va falloir retrouver une vie, entre guillemets, aussi confortable que celle de monsieur pour pouvoir venir me demander l'aide active à mourir. En pratique, j'ai rien à vous proposer pour aller mieux dans la rue, mais je ne vais pas pouvoir vous donner l'euthanasie. Et puis, un tel, vous avez 15 ans, vous avez un cancer super évolué, vous ne voulez plus votre traitement, vous voulez mourir, mais vous n'êtes pas un adulte. Donc je ne peux pas entendre votre autonomie comme celle d'un adulte, donc je ne peux pas vous donner la mort alors que je la donne à votre voisin de chambre qui a 1 an et demi de plus que vous. Donc là déjà on interpelle de façon extrêmement frontale, hein, l'égalité et l'équité, et on sent bien qu'il y a une marchandise, enfin une idée marchande, j'arrive pas à dire le terme de marchandisation, mais en tout cas il y a une idée de développer un peu un luxe en fait. Et donc c'est un autre luxe possible. Il y a un des luxes, ça serait en finale le transhumanisme est tranquille, hein, pour l'instant. En tout cas, on n'a pas entendu de choses extraordinaires, en tout cas de grandes avancées scientifiques ou sociétales à nous proposer. On en a beaucoup parlé à un moment. On a rencontré beaucoup de gens qui souffraient et qui avaient vécu des choses difficiles qui faisaient qu'ils avaient cette idée-là aujourd'hui, mais à part faire de la congélation et utiliser de l'électricité, on n'a pas vu grand-chose. Mais voilà, à chaque fois, il y a quand même toutes ces réflexions-là ne s'intéressent qu'aux riches, d'une certaine façon. Donc on n'est pas, en tout cas pour moi, on n'est pas dans une vision démocratique, même si il faut s'intéresser à tout le monde en fait, quel que soit son porte-monnaie, quel que soit son âge, sa religion, sa couleur de peau, etc. Mais on n'est pas dans une valeur du soin. Et le prolongement de la question, on voit évidemment la désacralisation de la société, c'est-à-dire que l'origine chrétienne du soin palliatif, par exemple, son essence culturelle chrétienne, est bradée. Est-ce que ça ne va pas aussi accélérer le mouvement, le fait qu'on soit dans un monde désacralisé ? Dans l'origine chrétienne, il y a aussi l'idée que la souffrance puisse avoir un sens et que c'est bien de souffrir. Alors on va laisser les chrétiens gentiment de côté. Moi, je préfère réfléchir en humanité, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont réfléchi que ça soit au sens de la douleur ou au sens de l'autre, et au sens de ce que je fais à l'autre. En tout cas, dans le soin, il y a une vraie réflexion autour de en tout cas d'aller vers l'humanité au sens large, en tout cas de développer une culture humaniste et de développer aussi vraiment
ce qu'on appelle la sollicitude au sens large, et que en fait il faut faire attention à ce que quand cette sollicitude est interpellée pour justifier l'aide active à mourir, on ne soit pas dans une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une imposition sociétale à dire voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire pour toi, et maintenant il y a ça qui est possible. Voilà, c'est un peu il y en a qui parlent, donc dans les promoteurs, en particulier de l'euthanasie, qui parlent du soin ultime. C'est pas un scoop, je fais partie du collectif des soignants qui argumentent que donner la mort n'est pas un soin, et que ça ne s'inscrit pas dans les valeurs du soin actuel. Qu'il y a accompagner la mort, être présent jusqu'à la mort, soulager jusqu'à la mort, parfois d'ailleurs utiliser des médicaments qui endorment, qui quoi que ce soit, oui, mais qu'on ne peut pas mettre, en tout cas l'action de tuer au même niveau que les actions de soins, point. Voilà. Et votre sentiment personnel, quel est-il? Mon sentiment personnel, c'est que je ne suis pas la société tout entière. Donc il va y avoir, nous l'espérons, un développement des soins palliatifs. Aussi, en tout cas, le président Macron s'y est engagé, puis s'est potentiellement dégagé, on ne sait pas très bien encore, mais en tout cas, nous espérons qu'il y ait un développement des soins palliatifs parce que c'est quelque chose d'indispensable. Et après, la société choisira. Ce n'est pas les professionnels de santé qui vont choisir la loi ni qui vont l'écrire. Les professionnels de santé, dans le meilleur des cas, on accepte de discuter un peu avec nous. Pour l'instant, pas beaucoup. Donc on présente un avis, comme je vous en ai présenté un, parfois de façon un peu forcée en mettant le pied dans la porte, parfois en convoquant la presse parce qu'on ne nous a pas convoqués nous, mais il peut y avoir d'ailleurs d'autres avis dans les soignants. Il y a forcément des professionnels qui sont pour l'aide active à mourir, mais ce ne sont pas des professionnels qui sont pour le développement des soins palliatifs. Il y a vraiment une frontière importante et voilà, dans ces différentes visions. Après, j'allais vous dire, quand une loi est écrite, malheureusement, si elle était toujours mise en application, on ne serait sans doute pas là aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'une loi sera écrite qu'elle sera mise en application d'une façon ou d'une autre. La moindre des choses est que la loi prévoit l'objection de conscience pour les soignants. Alors, ce que nous demandons, nous, c'est que le permis de tuer ne soit pas dans le code de santé publique. S'il n'est pas dans le code de santé publique, il sera dans le code pénal, bien sûr, mais s'il n'est pas dans le code de santé publique, ça ne peut pas être une obligation pour les soignants. Donc à ce moment-là, il y aura des volontaires. Pour ceux qui sont partants, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des volontaires pour le faire, mais qui seront bénévoles, en tout cas, qui s'auto-désigneront en disant « moi je veux bien m'occuper de ça, je veux bien le faire, etc. » Donc plutôt sur un modèle, on va dire, suisse, sans parler des conditions financières, mais pour parler de la mise en pratique en fait du sujet. C'est-à-dire que les personnes pourront être accueillies par un monde associatif en fait qui les aidera, les accompagnera, où ils auront leur prescription, leur rendez-vous s'ils ne veulent pas le faire chez eux et qu'ils veulent le faire dans un lieu dédié, etc. Voilà, tout ça est très très bien coordonné, mais ça ne sera pas un impératif, donc il n'y a pas de clause de conscience. Alors que si c'est dans le code de santé publique, nous avons l'impératif déontologique de le faire, et à ce moment-là,
il faudra exprimer sa clause de conscience pour les professionnels, mais les directeurs d'institutions auront l'obligation d'avoir quelqu'un désigné, c'est ce qui est écrit dans le projet de loi actuel, dans toute leur structure. Et quand on dit toute leur structure, ça veut dire à l'hôpital, ça veut dire en EHPAD, ça veut dire partout, et que les médecins traitants qui s'occupent des personnes à domicile devront avoir dans leur agenda quelqu'un qu'ils pourront appeler pour s'occuper de ça aussi, si ce n'est pas eux. Alors, quelle est la tendance, que ce soit dans le code de santé publique ou... La tendance, voilà, au niveau en tout cas du collectif des 800 000 professionnels, nous demandons à ce que ça soit sorti du code de santé publique. En attendant, en tout cas dans le projet de loi, ils ont mis que c'était dans le code de santé publique et qu'on aurait le droit à une clause de conscience. Mais la clause de conscience n'explique pas la mise en application, en fait. Ça fait partie, ça le met au niveau de nos devoirs. Et voilà, pour nombre d'entre nous, c'est un peu la diagonale du fou. Hein. On change totalement de paradigme, de valeur, du soin et de beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de professionnels qui disent « moi je veux pas ça et je veux pas qu'on m'y contraigne, donc si c'est ça, je rends mon badge en tout cas ». Alors en Suisse, c'est du suicide assisté. Je peux pas vous dire combien ça coûte parce que là pour le coup j'ai pas révisé mes notes, mais il y a eu pendant la commission citoyenne, quand j'y étais comme expert gériatrique, il y a eu la question qui a été posée, combien on économiserait si on pratiquait ça. Et donc il y a une réponse qui a été apportée par le Canada, parce que c'est des gens très pragmatiques au Canada, donc ils ont pu réfléchir à la question, et c'est peanuts. Enfin c'est vraiment c'est moins d'1% d'économie de dépenses de santé. Donc on n'est pas... mais une fois de plus, c'est pas forcément le grand âge qui va courir à part Lynn Renault après l'euthanasie ou le suicide assisté. Et en fait, en particulier pour le suicide assisté, hein, il y a beaucoup de gens en fait qui signent pour l'avoir et puis ils sont contents. C'est tout. En fait, ils ont cette liberté-là et ils veulent rien d'autre. Donc ils la mettent pas en application. Ce qui, à ce moment-là, pose la question du médicament qui leur est donné quand même, qui, s'il est gobé par le chien, par la tante Ursule ou par le petit-neveu suicidaire, c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Voilà. Et que, donc, ça pose d'autres questions sur la sécurité des soins au sens civique, en fait. Et la sédation profonde et continue, c'est ça, en fait, sauf qu'on n'a pas le droit au midazolam, en fait, en EHPAD. Et donc, il y a eu le droit à débloquer de façon ponctuelle pour les EHPAD la prescription de Rivotril. Mais on n'a pas expliqué à vos collègues ce qu'ils faisaient, en fait, le cadre dans lequel ils faisaient. C'est un fantasme de population de penser déjà que tout le monde allait pouvoir aller aux urgences, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le confinement, et qu'ils ont demandé après aux plus âgés de rester confinés chez eux. C'est à cause de l'explosion du système de soins, et que ce soit les urgences ou la réanimation, en fait, quand on va mourir, en fait, la réanimation ne sert à rien, et ça, pour le coup, ça coûte plus cher, et on n'est pas forcément plus confortable. Donc, par contre, il y a... Moi, il y a des patients que j'ai mis sous sédation parce que c'était trop compliqué, enfin c'était très douloureux pour eux d'étouffer, etc. À qui on a mis, donc on utilise la morphine pour diminuer la fréquence respiratoire, de façon à ce que l'inconfort lié à l'apnée en fait soit moins lourd, et on met des benzodiazépines comme du Rivotril pour permettre aux personnes d'être moins anxieux en fait, hein, d'avoir une diminution de la vigilance pour pas avoir l'anxiété liée à ce qui se passe. On a vu nombreux patients qu'on pensait ne pas s'en sortir, en fait, qui se sont relevés aussi de ça. Après,
Comment, ça c'est une autre question, mais en tout cas, mettre ça en place, c'était pas forcément les tuer, en tout cas, d'une façon générale. Il reste que, mais ça, malheureusement, c'est toute la question de l'égalité des soins quand on est en EHPAD. Et que là-dessus, moi j'ai entendu les ARS nous dire dans le micro, on avait 3 réunions par jour avec les ARS, hein, régionales, départementales, locales, etc., nous dire interdiction complète aux EHPAD d'envoyer des patients aux urgences, interdiction de faire des entrées directes. Il faut quand même pouvoir soigner les gens. Soigner, ça ne veut pas dire guérir. Mais ça veut dire soulager des symptômes et essayer de soulager les choses. Le Rivotril, ça ne tue pas. C'est pas, enfin, oui, mais en fait, c'est. Par contre, ce qui est sûr, c'est que proposer tout ça, c'est-à-dire de mettre en place, en fait, demander à des professionnels dont c'est pas le métier, dont c'est pas la formation, d'assurer des soins de fin de vie urgentes, des soins en fait terminaux, hein, ce qu'on appelle les soins de confort ou les soins terminaux, alors que c'est pas leur job, et ben là on est dans quelque chose, et manifestement pas faire ce qu'on appelle les retours d'expérience après, hein, comme voilà, il n'y a pas que dans l'aéronautique qu'on fait ça aussi, hein, c'est de dire ben là on a vécu des choses terribles, on a fait telle et telle action, et ben aujourd'hui on se pose tous ensemble et on essaye de comprendre ben, ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on a été amené à faire ça, quel était le sens de faire ça, c'était un soin, oui, pourquoi, qu'est-ce que ça a permis, etc. Mais ça rentre aussi au milieu d'une souffrance voilà, majeure des professionnels, parce qu'on les a aussi empêchés de faire rentrer les familles, on les a aussi laissés tout seuls, alors qu'on n'est pas, on n'est vraiment pas nombreux à s'occuper en fait de l'immensité de la population qui était prête à mourir dans des conditions effroyables. Et il faut se méfier de ça en fait, parce que ça, aucun de nous n'a envie de s'en souvenir.